Masechet Baba Batra, résumé du Daf Memtet et Daf Nun. La Gemara ramène des discussions à propos de témoins qui disent on a signé sur ce papier, c'est vrai, sur ce shtar on a signé, mais en fait c'est un shtar qui est écrit à l'avance. Dans le shtar, il a écrit que Reuven a prêté de l'argent à Shimon, il l'avait pas encore prêté quand on a signé. On l'a écrit à l'avance, on les croit pas. S'ils disent par contre, de même, s'ils disent on a signé sur ce shtar, sur cet acte de vente ou de don, mais il a été forcé dessus. Il nous a annoncé avant, sachez que c'est annulé cette vente-là. Je l'ai fait parce que, sous contrainte, je l'ai fait parce que, contre mon gré, parce qu'il m'a forcé. Dans ce cas-là, ils ne peuvent pas non plus annuler le shtar. Ça, c'est selon Rav Nachman. Selon Mar Baravashi, s'ils ont dit on a signé à l'avance, on ne va pas les croire, mais s'ils disent on a signé parce que, alors que, en fait, la vente était annulée auparavant, comme il nous a dit en secret, qu'il est forcé dessus, on peut lui les croire parce que ils ont le droit de signer, ils ont le droit de témoigner sur une vente, sur une fausse vente quand eux-mêmes ils savent qu'il a été forcé, mais signer sur un shtar d'un prêt qui n'a pas encore eu lieu, ça c'est interdit. Donc on ne va pas les croire de dire qu'ils ont signé à l'avance. On a vu dans la Mishnah, un homme ne fait pas chazaka sur les biens de sa femme. Demande à Gemara, c'est bien évident qu'il ne fait pas chazaka parce que s'il profite 3 ans de la récolte, c'est normal, c'est en tant que mari, pas en tant qu'acheteur. Pourquoi il pourrait dire, je suis là depuis 3 ans, je suis un acheteur? Répond la Gemara, non, il s'agit d'un cas où le mari a promis à sa femme, je me retire complètement de tout profit de tes biens. Malgré que un mari marié ne peut pas dire ça à sa femme, c'est-à-dire c'est pas valable, mais s'il a dit avant le mariage, il peut lui se retirer complètement de la propriété sur les biens de sa femme. Et donc, si maintenant on le voit profiter quand même, tu aurais pu croire que c'est une chazaka, la femme aurait dû protester, on te dit non. La femme n'a pas forcément protesté quand son mari profite de ses biens malgré qu'il lui a promis de s'en retirer complètement, de renoncer à tous ses droits sur les biens de sa femme. Malgré tout, s'il en a profité, c'est pas la preuve qu'il a acheté, la chazaka n'est pas bonne. La Gemara ramène un exemple que, de même qu'ici, c'est-à-dire, ici on dit que le mari peut se retirer avant de recevoir ses droits sur les biens de sa femme, parce que nous avons une halakha qui dit, quelqu'un qui a des droits midera banan, il peut renoncer à ses droits. De même qu'une femme peut dire par exemple, je ne veux pas que mon mari me nourrisse et qu'il prenne mon salaire, je préfère me débrouiller toute seule. Et puisque c'est une takana qui a été faite pour le bien de la femme, qu'elle donne son salaire et qu'en échange le mari s'engage à la nourrir, donc puisque c'est pour le bien de la femme peut dire je ne veux pas de ça. Donc ici aussi, un mari pourrait dire à sa femme, je me retire complètement des biens de ma femme, et c'est là où on vient te dire, malgré tout, la chazaka n'est pas bonne. La Gemara déduit de la Mishnah. Tu me dis que la chazaka du mari n'est pas bonne. Je pourrais déduire de là, mais s'il a une preuve qu'il a acheté de sa femme, il a un shtar comme quoi sa femme lui a vendu ses biens, alors la preuve elle est bonne. Il pourra acquérir les biens de sa femme. Parce que dans la Mishnah on a dit la chazaka n'est pas bonne. Mais si c'est pas une chazaka, c'est une vraie preuve d'un shtar, ça serait 8 biens. La Gemara dit, mais attends, mais pourtant, on a appris que celui qui a acheté les biens d'une femme, il a acheté d'abord du mari, puis ensuite il a racheté de la femme. Ça vaut rien, parce que la femme pourra dire, j'ai fait ça que pour faire plaisir à mon mari. Donc ici aussi, une femme qui a vendu à son mari, elle pourra toujours dire, j'ai fait ça pour lui faire plaisir, c'est pas une vente sérieuse. Et pourquoi tu déduis de la Mishnah que si maintenant il avait un shtar qu'il a acheté de sa femme, alors c'est une preuve qu'effectivement il a quitté sa femme. Répond la Gemara, en fait, ce qu'on a dit que celui qui a acheté du mari a ensuite de la femme, elle peut dire j'ai fait plaisir à mon mari, c'était pas sérieux. Il s'agit que des biens du mari qui sont hypothéqués à la femme. Des champs qui sont réservés à la Ktuva, des champs de la femme, qui sont des champs que la femme elle a amenés au mariage, et que, en réalité, le mari, il s'est engagé à lui payer la valeur du champ, donc en fait c'est des champs plus ou moins du mari, simplement qui sont hypothéqués à la Ktuva de la femme, où là, ça va faire des disputes. Si la femme ne signe pas, le mari va disputer avec elle, pourquoi tu ne signes pas sur les ventes d'un champ qui n'est qu'hypothéqué à ta Ktuva. Mais quand il s'agit d'un champ qui appartient réellement à la femme, simplement le mari il a des droits dessus de profiter de la récolte, là la femme n'a pas à le vendre à un étranger ni même à son mari. Dans ce cas-là, si elle l'a fait, c'est pas valable. Dans ce cas-là, donc maintenant, une femme qui aurait vendu à son mari, en principe, elle peut pas dire, je veux dire, si elle a signé, elle pourra plus dire, je voulais lui faire plaisir. Dans ce cas-là, la vente, elle est vie valable. Je reprends. Une femme qui aurait vendu un champ qui est réellement à elle, simplement le mari prend la récolte,
elle a vendu à un étranger ou même à son mari, la vente elle est oui valable, parce qu'elle ne peut pas dire j'ai fait ça que pour lui faire plaisir. Elle n'a pas à faire plaisir sur le compte de ses biens qui sont vraiment à elle. La Gemara dit, la Gemara ramène là-dessus une halakha qui dit, un homme et une femme qui ont vendu les nirsemelog. Nirsemelog, c'est les biens qui appartiennent à la femme. La vente n'est pas valable. La vente n'est pas valable si le mari ou la femme a vendu ces biens qui appartiennent à la femme. Donc tu verrais de là, a priori, contre ce qu'on a dit. Tu vois de là qu'une femme peut dire, je voulais faire plaisir à mon mari, donc c'est pas valable. Répond la Gemara, hein, cette halakha n'a été dite que dans un cas où le mari, en fait, ce qu'on a dit que c'est pas valable un mari et une femme qui ont vendu, il ne s'agit pas d'un cas que le mari et la femme ont vendu. Dans ce cas-là, la femme ne peut pas dire je lui ai fait plaisir. Évidemment, si elle a vendu aussi à son mari, pas évidemment, mais c'est vrai, et de même si elle a vendu à son mari, elle ne pourra pas dire je lui ai fait plaisir. Ce qu'on a dit que un homme et une femme qui ont vendu, c'est pas valable, il s'agit d'un autre cas. C'est le mari ou la femme qui a vendu, le mari seul ou la femme seule a vendu les biens de la femme et nirsémélog, et puis ensuite, l'autre il est mort. Le mari il a vendu, la femme elle est morte, elle récupère ses biens. La femme elle a vendu, et si le mari il a vendu et il est mort, la femme récupère, la femme elle a vendu, elle est morte, le mari récupère, parce qu'il sera toujours prioritaire. Il pourra dire, moi je suis comme le premier acheteur, dès que je me suis marié avec elle, je suis comme un acheteur. C'est sur ça qu'on a dit que la vente n'est pas valable. Mais si elle l'a vendu à un étranger, elle ne peut pas dire je voulais faire plaisir à mon mari. Évidemment, si elle a vendu aussi à son mari, elle ne peut pas dire je voulais lui faire plaisir. Et donc, ici, dans ce cas-là, si maintenant il a des preuves, alors c'est à lui. La Gemara dit encore, on peut expliquer la halakha qui disait le mari et la femme qui ont vendu, c'est pas valable, d'une autre manière encore. Il ne s'agit pas que le mari seul ou la femme seule a vendu et puis après sa mort, l'autre y récupère. On pourrait expliquer que le mari et la femme ont vendu ensemble et c'est quand même pas valable. Et celui qui pense comme ça n'est pas d'accord avec la déduction de la Mishnah. Qu'une femme peut vendre à son mari, elle ne pourra pas dire je voulais lui faire plaisir. Ici, celui qui pense que le mari et la femme ont vendu, c'est pas valable, il pense, comme le Tana qui dit, que un vrai propriétaire ne s'appelle que celui qui a des droits et sur les fruits et sur le terrain même, sur le capital. Mais s'il n'est propriétaire que du capital ou que des fruits, il n'est pas considéré comme propriétaire, il ne peut pas vendre. Or, le mari et la femme, c'est le cas. La femme, elle est propriétaire du capital, du terrain même, le mari des fruits. Donc maintenant, ni lui ni elle ne sont considérés comme un propriétaire, même s'ils ont vendu ensemble, la vente n'est pas bonne. La Gemara compare ça à un cas de quelqu'un qui a vendu son esclave à son ami, mais il a dit il reste travailler chez moi pendant 30 jours. Qui est considéré comme le propriétaire de cet esclave maintenant? Le vendeur, l'acheteur, ou les deux, ou ni l'un ni l'autre. Et c'est important parce qu'il y a une halakha qui dit celui qui a frappé son esclave et il est mort qu'après 24 heures, le frappeur n'est pas chayav mita. Donc il faut savoir qui c'est qui va bénéficier de cette halakha exceptionnelle qui en fait ne concerne que le propriétaire, que le vrai patron de son esclave. Sur ça on a dit soit que le premier, soit que le deuxième, soit les deux, soit ni l'un ni l'autre. Tout ça c'est les marloket tanaïm, comment on apprend des psukim. On a vu encore dans la Mishnah, un homme ne fait pas chazaka sur les biens de sa femme. La Gemara dit là-dessus, mais pourtant, une femme mariée à Dirav, elle doit protester. Si elle n'a pas protesté, la chazaka sera bonne. Maintenant, de qui il s'agit? Sur un étranger, elle n'a pas protesté, elle peut faire confiance à son mari. Donc il s'agit de son mari. Donc tu vois que si elle s'est tue, la chazaka du mari, elle est bonne. Répond la Gemara non. À son mari, elle n'a pas protesté s'il profite de la récolte normalement. Et si elle s'est tue, c'est pas une chazaka, c'est pas la preuve qu'il est propriétaire. Dans quel cas elle doit crier? C'est si le mari, il abîme le champ, il fait des trous, il fait des puits, des grottes, c'est là où la chazaka, elle est immédiate. Mais s'il a profité normalement de la récolte, alors, il n'y a pas de chazaka, parce qu'elle n'a pas protesté dans ce cas-là. La Gemara donne encore une autre explication. Ce qu'on a dit que une femme doit protester, il s'agit d'un étranger. Et ce qu'on a dit qu'une femme n'a pas à protester sur un étranger parce qu'elle fait confiance à son mari, en fait,
c'est vrai, elle n'a pas protesté tant que le mari il est vivant. Mais quand on a dit qu'elle doit protester, c'est dans le cas où son mari il est mort, et que l'autre il a fait Chazaka 3 ans après la mort du mari. C'est là on va dire que, puisque la femme aurait dû protester qu'elle s'est tue pendant 3 ans, la Chazaka donc dans ce cas-là, elle est valable.